Donc le peuple est souverain, c'est le peuple qui doit en tout cas choisir ses dirigeants. Terminer en tout cas l'époque où les gens partaient pour le Kalachnikov et tuer ses propres compatriotes pour accéder au pouvoir et partant de là noyauter le même pouvoir pour exclure le reste du système politique. Là, c'est terminé. Donc les valeurs de la démocratie libérale, effectivement, exigent, d'ailleurs aussi, même dans la société africaine, c'est le peuple qui à travers les notables qui doivent choisir effectivement les chefs coutumiers, et c'est le peuple aussi qui doit choisir les notables. Parce que dans la société africaine, les chefs ne s'improvisent pas, les chefs ne s'intronisent pas. Mais vous savez les chefs que... excusez-moi madame, le chef est suivi depuis sa tendre enfance, il est formé jusqu'à ce que quand il devient à l'âge mûr, on sent réellement qu'il a l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut. C'est à ce moment-là que le chef est intronisé. Vous savez quand même que ce processus a été bloqué à un certain moment donné, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées chefs de collectivité et d'autres chefs coutumiers qui n'étaient vraiment pas ascendants de chefs dans notre pays. Oui. Rappelez-vous, à moins que je me trompe. Oui, là vous avez raison, effectivement, oui, qu'à une certaine époque, oui, ça a commencé à l'époque coloniale, quand les colonisateurs étaient entrés chez nous, eh bien, quand ils demandaient rencontrer le vrai chef coutumier, parce qu'ils avaient peur que les chefs coutumiers puissent être arrêtés et en ce moment-là, maintenant, désorganiser toute une communauté, eh bien, souvent on prenait un esclave pour présenter que c'était lui qui était le chef coutumier. Malheureusement, il se fait que, comme la colonisation a duré longtemps, parce que nos ancêtres croyaient que le blanc était venu pour un temps, il devrait repartir, mais malheureusement, du moment où les colonisateurs étaient là, et ces chefs coutumiers dans certaines provinces ou dans certaines tribus, ces chefs coutumiers étaient restés là, comme chefs coutumiers actuels. D'ailleurs, il y a eu des problèmes. Moi, je me rappelle, par exemple, chez nous, surtout en termes fonciers, il y a eu des problèmes où il y a eu une grande palabre pour démontrer que cette terre ici ne vous appartenait pas, que vous étiez, par exemple, esclave et qu'à un certain moment, on vous avait, ici je parle du Bas-Congo, et qu'on vous avait mis dans notre famille pour pouvoir servir de paravent, et que voilà, il y a eu vraiment des grandes palabres dans ce sens-là. Mais en fait, soit pour revenir effectivement aux valeurs de la démocratie libérale, donc je disais que le premier type de valeurs, c'est la souveraineté du peuple, le peuple qui doit choisir ses propres dirigeants en toute liberté et en connaissance des causes. Deuxième type de valeurs, c'est de la démocratie libérale, c'est effectivement la séparation des pouvoirs. Donc, le pouvoir, si elles sont, comme nous avons commencé, hormis à l'époque de M. Kasavubu, M. Lumumba, M. Tshombe, donc hormis la Première République, eh bien, au niveau, à partir de M. Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, les pouvoirs sont toujours concentrés entre les mains du chef de l'État. Et en ce moment-là, cette concentration-là ne permet pas, effectivement, à pouvoir contribuer au développement politique, à pouvoir contribuer, donc, ne permet pas, quand nous parlons de développement politique, c'est à la création de l'état des droits et de la vraie démocratie, ne permet pas aussi à mettre au point une politique économique capable de créer la richesse pour tous. Et aussi, cette concentration du pouvoir conduit absolument à la mauvaise gouvernance et au chaos total. Mais professeur, si nous regardons un peu dans pratiquement tous les projets de société des autres partis politiques, ils parlent souvent, énormément d'état de droit. Ils parlent d'une république, d'un pays géré d'une manière républicaine et tout et consort. Pratiquement, ça ne fait que revenir. Mais est-ce que c'est vraiment réel dans l'application dans des pays tiers-mondistes tels que les nôtres? Est-ce que nous pouvons vraiment appliquer de telles démocraties? Oui, madame, la question vraiment est fondamentale. Tout le monde, c'est normal parce que maintenant nous avançons vers les élections. Et tout le monde est devenu agneau alors qu'il y a eu parfois des tigres qui bouffaient les mêmes agneaux dans la population. Donc oui, que tout le monde parle de l'état des droits. Moi-même, j'ai eu, quand j'ai écrit mon livre sur l'état des droits démocratiques et fédéral au Congo Kinshasa, j'ai eu à interroger des chefs de partis politiques, les intellectuels, ce qu'ils entendaient réellement par l'état des droits, ce qu'ils entendaient réellement par la démocratie. Mais parfois, j'étais exceptionnellement déçu. C'est très facile de dire, oui, nous allons appliquer l'état des droits. Mais ces gens doivent d'abord savoir quels sont les principes de l'état des droits qu'ils doivent appliquer et comment réellement appliquer cet état des droits-là. Mais du moment où ceux qui vous disent qu'ils doivent appliquer l'état des droits ignorent même le principe de l'état des droits.
Et ils sont au pouvoir, ils ne les appliquent même pas. Comment voulez-vous que demain, réellement, ces gens puissent réellement appliquer ou mettre au point l'état des droits, que réellement ces gens puissent appliquer la vraie démocratie? Non, madame. Mais professeur, rien qu'on vous Il entendre... faut des spécialistes pour pouvoir réellement appliquer l'état mais des droits au pays professeur, rien demain. qu'on vous entendre, on sent vraiment que vous avez la connaissance, l'application et tout et qu'on sort. Mais si on regarde un peu bien, même que ce soit après la colonisation, à l'époque du feu Maréchal Mobutu, à qui j'honore sa mémoire, il a travaillé avec beaucoup d'intellectuels. Il a travaillé avec beaucoup de professeurs d'université, avec beaucoup de docteurs et tout et consorts. Ils ont fait des maîtrises pas croyables. Mais on dirait que c'est un peu eux qui ont ruiné le pays, si on regarde bien. Ah Parce bien. que le pays a vraiment été géré par des intellectuels, quoi, mais qui n'ont rien foutu. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, il peut y avoir un changement, professeur. Eh bien, j'entends toujours effectivement ces réclamations au sein de notre population, en accusant les professeurs Oui, d'université. Oui, Batamaïel, et puis surtout les professeurs Babi Simboka, tout ça, qui à l'époque Mobutu, ce sont des professeurs qui géraient, bien sûr, je suis aussi du corps professoral. Voilà. Voilà, donc le fait que professeur Bazako gérer Mboka, Bazako Lobake Bazako gérer bien, tout ça, et tout cela nous arrive. Mais j'aimerais seulement préciser une chose. Vous savez, madame, quand on dirige un pays, un conseiller reste toujours un conseiller. Un conseiller peut donner des conseils à un chef de l'État. Et que ce conseiller soit professeur, ou soit un simple licencié, ou même soit un chef coutumier, ou même un simple villageois, un agriculteur. Mais en dernière minute, c'est le chef de l'État seul qui doit avoir la science de l'État dans sa tête, qui doit choisir de bonnes alternatives par rapport aux conseils donnés par les professeurs. Mais professeur, c'est pas évident parce que vous savez quand même que dans notre pays, la majeure partie des présidents que nous avons eus, c'était pas des cadres universitaires et consorts. Et puis même, on peut être cadre universitaire, mais on n'a pas un aperçu sur la gestion des choses, de la chose publique, de l'affaire publique. Donc on peut pas d'abord dire que ouais, c'est le président qui aura le dernier mot. Il a toujours besoin des spécialistes, il a besoin de conseillers, il a besoin d'assistants qui ont déjà eu à gérer tel département, tel département. Est-ce que la faute est-elle incombée spécialement au président de la République, professeur? Oui, si je dis que la faute incombe spécialement au chef de l'État, là c'est vraiment manquer un peu d'objectivité. La faute incombe à tout le monde, et à ce professeur-là, et au chef de l'État. Mais il faut que d'abord, c'est la tête. Vous savez, vous avez votre tête, j'ai ma tête. Qu'on coupe votre tête, votre corps ne vaut rien. Quand vous prenez un gros boa, eh bien, vous coupez sa tête malgré sa masse là, ça ne vaut bien. Ça ne vaut rien. Chez nous, en Afrique, je disais tout à l'heure que dans les vallées africaines, qu'un chef est formé dès l'enfance. On est en train de le suivre jusqu'à ce qu'il va passer plusieurs étapes. Et quand on constate que le chef est devenu mûr, il a l'intelligence qu'il faut et la sagesse qu'il faut, eh bien, ce chef-là est intronisé. Maintenant, où est-ce qu'on forme ce chef-là? Par exemple, à la faculté de sciences politiques et administratives. C'est à cette faculté-là qu'on forme, par exemple, comment gérer les services publics, comment gérer l'État. C'est ce que nous enseignons. Tous les cours au niveau de la faculté de sciences politiques et administratives sont focalisés sur ça. Par exemple, si vous prenez le cas de la France, c'est par exemple ce qu'on appelle les grandes écoles, donc l'école nationale d'administration publique. C'est là où on forme effectivement les fonctionnaires ou du moins les hommes, ceux qui veulent bien gérer la chose publique demain. Donc je dis même dans nos sociétés traditionnelles, les chefs sont formés. Et dans le monde moderne où nous devons affronter la mondialisation, mais vous savez qu'il faut un chef de l'État, un député, ou je ne sais pas, en tout cas celui qui doit oser ou qui veut diriger la chose publique, doit avoir les connaissances modernes de la gestion de la chose publique ou de la gestion d'entreprise. Et puis c'est une manière... Oui, maman. Est-ce que vous croyez que c'est toujours vrai cela? Mais ça peut être une vérité. On parle aussi quand même aussi un peu de charisme. Il y a plein de gens qui ont fait les Sciences Po, qui ont fait le droit, mais sur le terrain, ils sont vraiment caducs. Donc moi, je ne crois pas que vraiment ce titre, spécialement les Sciences Po qui vont permettre à quelqu'un d'être président de la République, est-ce que c'est pas être un peu trop sévère? Mais ce n'est pas être... Non, c'est-à-dire que, vous savez, un juriste peut être chef de l'État, un sociologue, un pédagogue. Mais est-il que, dans un premier temps, ici j'ai cité là où on forme des gens qui doivent gérer la chose publique. C'est-à-dire que chaque faculté a au moins un objectif à atteindre. Oui. Donc, les juristes sont formés pour pouvoir effectivement dire la justice comme s'il doit, améliorer comment on doit dire cette justice-là, etc., etc. Les économistes sont formés pour pouvoir savoir comment effectivement parvenir à créer la richesse, c'est-à-dire à pouvoir satisfaire aux besoins qui sont rares. Donc là, il y a
toute une série de mécanismes ou de cours qui sont mis au point pour pouvoir effectivement satisfaire les besoins ressentis par notre population. Mais vous les savez... politologues et les sciences politiques administratives sont effectivement, ils sont là pour pouvoir savoir comment gérer l'administration publique avec efficacité afin de satisfaire les besoins de notre peuple en cette matière-là, et j'en passe. Et vous savez, professeur, ceux qui sont, disons, qui disent qu'il n'est pas nécessaire de prôner le niveau d'études pour arriver à la magistrature suprême ou bien être membre du Parlement, excusez-moi, ou bien du Sénat. Ils vont donner l'exemple, par exemple, aux États-Unis, vous avez quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger, il n'a pas fait des études de droit, et moins encore des études de sciences politiques. Et bien, il se trouve aujourd'hui gouverneur de la Floride. Donc, il y en a d'autres qui diront que ce n'est pas vraiment nécessaire, professeur. Comment pouvez-vous répondre à ce genre de personnes? En tout cas, des gens qui disent cela, c'est une aberration. Vous savez, on ne peut pas comparer le pays du tiers-monde, on ne peut pas comparer le Congo-Kinshasa ou les pays africains aux pays de démocratie libérale. Vous savez que dans ce pays-là, ils ont le système de partis. Dans ce système de partis, les gens sont membres de ces partis-là et dans ce parti-là, ils assument un certain nombre de fonctions, voire même de rôles. Et en assumant ces fonctions-là, peut-être, il peut être dans le parti. D'abord, on commence dès le départ, quelqu'un qui distribue peut-être des tracts ou qui distribue des lettres et les gens montent d'échelon jusqu'à ce qu'ils deviennent secrétaire général. Et au même moment, toujours dans ce pays de démocratie occidentale, il y a tellement beaucoup de missions qui instruisent les gens. Mais tout en restant dans le système du parti où ils ont souvent des débats, où ils savent effectivement que voilà, où ils apprennent d'ailleurs, parce que dans les partis politiques, on enseigne ou on forme les militants et les militantes à l'éducation politique, civique, à la citoyenneté et surtout à la gestion de l'État, parce que demain, ils seront au pouvoir. Comment maintenant ils pourront demain gérer ce pouvoir-là? Donc là, ils sont dans un système partisan qui forme les gens à la gestion de la chose publique. Mais au Congo-Kinshasa, maman, est-ce que nous avons d'abord un système de partis politiques? Mais non, les partis politiques existent au Congo-Kinshasa. Nous en avons plusieurs. Est-ce qu'on en a d'ailleurs? On peut dire qu'il y a des factions politiques. Je ne sais pas, mais ils sont enregistrés au ministère de l'Intérieur comme étant partis politiques, donc je ne sais pas si je peux les appeler autrement, mais c'est quand même vrai, professeur. C'est vrai que maintenant, actuellement, notre pays est en train de passer des moments assez cruciaux et vraiment hyper importants pour l'avenir de notre nation. Vous venez de parler tout à l'heure d'un point qui était très important parce que le Parlement est en train de siéger sur des choses qui sont très délicates. Vous avez parlé du niveau d'études, d'autres encore sont en train de parler par rapport à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de s'inscrire en tant qu'électeurs, si possible, qu'ils puissent le faire, parce que vous êtes censé savoir que ceux qui étaient contre le référendum, c'est-à-dire le vote du oui, ont demandé maintenant aux membres de leur parti d'aller une nouvelle fois pour s'enrôler, excusez-moi, afin qu'ils puissent participer, parce qu'il y en a d'autres, que je ne voudrais pas citer, des opposants, qui voudraient poser candidature à la magistrature suprême. Est-ce que croyez-vous que le Parlement devrait céder à ces demandes? Je crois que s'il y a possibilité de trouver une solution qui ferait qu'au même moment, les gens s'enrôlent et au même moment, ils votent, si je dis bien il y a une telle possibilité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi exclure les uns et les autres du moment où il y a d'autres pistes de solutions? C'est ça la parole africaine. Il faut vraiment résoudre les problèmes par le dialogue. C'est par le dialogue qu'on parvient à résoudre les conflits divergents, qui est d'ailleurs l'un des fondements ou l'une des valeurs de la parole africaine actualisée. D'ailleurs, je n'avais pas encore terminé à citer toutes les valeurs. Certaines valeurs que j'ai citées, c'est ce qui ont provoqué effectivement notre discussion. On va y revenir. On va même demander aux gens de lire carrément votre livre. Professeur Niemba, quand même, vous nous avez parlé des valeurs de la palabre africaine actualisée, mais vous ne les avez pas terminées. Est-ce que vous pouvez essayer d'une façon assez explicite de nous parler des autres valeurs qui restaient? Oui, maman. Donc, j'étais au niveau, effectivement, de citer les valeurs de la démocratie libérale. Donc, j'ai cité la souveraineté populaire, qui dit souveraineté populaire. Donc, deuxième valeur, c'est le suffrage universel où le peuple choisit ses dirigeants. Et troisième type de valeur, c'est la séparation du pouvoir. Quatrième type de valeur, c'est le respect des droits de l'homme, que nous appelons dans le système africain le respect de la vie qui est sacrée. Et cinquième type de valeur, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et autre valeur, je dirais l'alternance et la tolérance politique, dont je n'ai pas le temps effectivement d'expliciter cela en détail. Alors le troisième type de valeurs que comporte la parole africaine actualisée, ce sont des valeurs laïques chrétiennes ou ce que nous appelons aussi des valeurs éthiques et morales.
Et là aussi, je n'entre pas en détail du contenu de ces valeurs-là. Ceux qui veulent bien effectivement comprendre les éléments, ils peuvent lire notre brochure l'état de droit, ou le livre démocratie. aussi. Voilà. Je suis en train de le lire, donc pour vous dire, il est vraiment enrichissant. Voilà. Alors, autre élément, en quoi, parce que nous disons parable africaine actualisée, en quoi cette parable africaine actualisée? C'est que, hormis nos valeurs intrinsèquement africaines, qui sont des valeurs débarrassées de toutes ces scories, eh bien, les valeurs africaines viennent d'être enrichies par les valeurs de la démocratie libérale occidentale et par les valeurs laïques chrétiennes ou éthiques et morales. Donc, ces deux types de valeurs viennent enrichir les valeurs africaines. Et évidemment, je pouvais retenir les concepts enrichir, mais bon, en sciences politiques, les mots qui conviennent, les concepts qui conviennent, c'est actualisation, donc actualiser. Donc, là, en ce moment-là, les valeurs africaines viennent d'être actualisées par les deux autres valeurs exogènes qui sont les valeurs de la démocratie libérale et les valeurs laïques, chrétiennes et ou éthiques et morales.